Bonjour à tout le monde et bienvenue au 16e épisode de notre podcast Retour sur les attentes. Je suis avec toujours mon ami et mon collègue Jonathan. Comment tu vas? Très bien, Joss, et toi? Moi, ça va super. Est-ce que j'ose te demander comment est la météo dans le nord ou pas? Non, non, je pense qu'on peut passer au sujet suivant. D'accord. Ouf. Bon, là, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est quand même le cas un peu partout en France, donc voilà, je ne me sens pas comme étant le malheureux ch'ti sous sa pluie. J'ai l'impression que beaucoup de régions sont concernées. Alors, peut-être pas toi, mais en tout cas, un peu partout, c'est pas terrible. Si pour te rassurer, toute ma famille et les amis en Angleterre, ils râlent que l'été n'a pas encore commencé, hein, Ah, donc bah voilà. c'est pire encore, je crois. Donc, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le podcast parce qu'on a eu une activité assez chargée. Donc, là, on est de retour en force. L'actualité. Alors, moi, je vais parler de mon actualité ou par rapport aux sessions bronze. Et après, on a aussi l'argent et aussi pas mal de choses qu'on propose gratuitement pour vous tous. Donc, juste pour votre information, donc là, on a deux sessions de Kirkpatrick bronze à la rentrée, ou en deuxième semestre plutôt. Session distancielle en mois d'octobre et puis une session présentielle à Paris en mois de novembre. Donc, si vous n'avez pas encore fait Cap Réponse, on a aussi créé une page très explicative pour montrer ce qui est dedans, le bénéfice de la formation et puis les témoignages aussi d'anciens participants. Donc, tout est là sur notre site évaluationformation.fr. Vous allez dans inscription Patrick et vous allez voir cette page-là. Et à la fin, vous pouvez donc prendre rendez-vous avec moi ou bien Jonathan, mais plutôt moi, donc aussi pour discuter de vos besoins et de si la formation est appropriée pour vous. Donc on vous invite vraiment très fortement si vous souhaiterez faire une formation d'aller sur cette page et de nous contacter là-dessus. Voilà. Et Jonathan, je crois que toi, tu as à peu près les dates pour la session argent pour le certifié déjà bronze, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, on avait prévu de faire une session en septembre et on a pas mal de personnes qui ont on va dire des contraintes, notamment Ah, d'ordre personnel pour septembre. Donc, on va certainement donc plutôt reporter la session pour fin novembre, début décembre. Donc, voilà, on va reprendre contact avec les personnes qui voulaient déjà s'inscrire. Et puis, voilà, il reste quelques places. Donc, pour les certifiés bronze, n'hésitez pas. L'objectif du programme de certification de niveau argent, c'est de vous accompagner dans la mise en œuvre d'un dispositif d'évaluation pour évaluer jusqu'au niveau 4 et présenter les résultats. Donc, il y a vraiment une partie, il y a une partie collective, forcément, il y a la formation, mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement individuel derrière et on vous lâche, si je puis dire, une fois que vous avez pu présenter des résultats sur les quatre niveaux à vos clients, tant internes qu'externes, et évidemment à moi comme formateur pour que je puisse dire, OK, c'est bon, c'est satisfaisant, bravo, vous êtes désormais certifié argent. alors pour ceux peut-être qui hésitent un peu, on peut prendre un projet en cours de longue date, non? Avec des nouvelles sessions de formation qui arrivent pour ce projet. Oui, tout à fait, Quelles sont ouais. les conditions d'accès? Parce que parfois on hésite un peu, dire bon, j'ai pas peut-être pas le projet ou j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu pourrais le dire? Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Tu as raison d'en parler. Ça peut être alors un projet à venir, donc c'est un projet qui va débuter, et puis bon, ça c'est, on va dire, c'est le cas idéal, c'est de dire, voilà, je vais pouvoir construire tout le dispositif d'évaluation en amont du projet, et donc forcément, ça va avoir des impacts sur la structuration de l'action de formation elle-même, parce que voilà, quand on est au clair sur les objectifs, sur les indicateurs, etc., ça va avoir un impact en termes d'ingénierie pédagogique. Donc ça, c'est le cas idéal. Ça peut être un projet aussi en cours qui est déjà plus ou moins avancé et où on se dit, bon voilà, on a peut-être, c'est un cas fréquent, hein, on a peut-être déjà réalisé les évaluations de niveau 1 et 2, donc Oui. réaction apprentissage, donc ça, ce sont des choses qui sont quand même plus souvent maîtrisées que les évaluations de niveau 3 et 4. Et donc là, on sait que le projet est en cours, et bien c'est l'occasion derrière de dire, voilà, je vais aller boucher les trous dans la raquette, si je puis dire, et me dire, tiens, par rapport à l'évaluation façon Kirkpatrick, comment je peux enrichir mon projet, même si, même s'il y a déjà eu des sessions, même si
il y a certaines évaluations qui ont déjà été réalisées, etc. Voilà, c'est pas grave, on s'adapte. Voilà, l'important, encore une fois, c'est de mettre le pied à l'étrier, de pratiquer et de se dire, bah tiens, voilà, à partir de ce projet, comment je peux en faire un post-mortem et m'améliorer la prochaine fois. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est un projet à venir ou un projet en cours pour venir l'enrichir avec la pratique Kirkpatrick. Pratique, 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 hein. C'est ça qui est Voilà, important. Hmm. exactement. Bon, super. Donc, toi et moi, récemment, on était plutôt en mode créateur aussi, hein, entre les newsletters, les infolettres lettres et les vidéos et les enregistrements de podcasts. Donc, comment ça se passe, Impact Formation, ça c'est ton infolettre actuellement, Jonathan. Comment ça se passe pour toi? C'est ça, l'infolettre en français, la newsletter en anglais. Ouais, ouais, alors ça fonctionne bien. C'est très prenant hein, pour ne rien cacher parce que voilà, c'est même si je me fixe l'objectif d'avoir des éditions courtes, 5 minutes, et à chaque fois je tiens à ces 5 minutes parce que moi-même les newsletters que je pouvais recevoir lorsque je voyais que parfois c'était 12, 13 minutes, ça enchaînait, etc. Et puis je ne suis pas du genre à raconter ma vie, hein, ça c'est un parti pris. Donc je préfère vraiment respecter le temps des gens et de dire voilà, vous recevez la newsletter, boum, allez, il y a un petit passage, un petit paragraphe sur notre actualité, voilà, si on va en parler après, mais si on a sorti des vidéos, des choses comme ça. Hmm. Et après, on rentre dans le vif du sujet et c'est une édition, une pratique à mettre en œuvre pour améliorer l'impact des formations. Donc, on parle d'évaluation, mais pas que. On parle aussi des ingrédients qui font qu'une formation peut avoir de l'impact. Et donc, à l'heure où l'on se parle, on a déjà, donc, on a je regarde, on a la septième édition, donc, qui Waouh, va être publiée. Donc, ça voilà, va ça fait vite. déjà 7 semaines. Et Ouais. oui, ça va vite. Et on est déjà à plus de 1000 abonnés. Donc, ça, c'est quand même satisfaisant parce que voilà, il y a l'intérêt et puis on va dire en moyenne, allez, au début il y a eu un gros boom d'inscriptions et on a à peu près une cinquantaine de personnes chaque semaine qui viennent s'ajouter à la liste. Donc voilà, les retours sont bons. On me dit que voilà, c'est très quali. Donc voilà, je suis ravi en tout cas de l'accueil qui lui est réservé. Impact Formation, c'est sur Substack, hein, donc on fait Exactement. Jonathan Potier Substack en Google, c'est ça ou... Voilà, Ouais. ou simplement jonathanpotier.substack, substack.com. Bon, on mettra le lien Ouais. dans la description de Ouais. l'épisode si vous n'êtes pas déjà abonné. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu, vous avez aussi les anciennes donc, éditions sur le Substack aussi. Donc, vous pouvez Exactement. les relire. Ouais, donc, comme une petite bibliothèque d'anciennes éditions. C'est ça. C'est l'intérêt de Substack aussi, c'est que ça fait aussi office de blog. Donc, Mm. ça, voilà, il y a des éditions qui vous sont envoyées par email le lundi à 8h30 précise. Donc chaque lundi, il y a un envoi et ensuite, oui, vous pouvez y accéder et puis même réagir, aller liker, comme on dit, etc. Les anciennes éditions en vous rendant sur le site et ça fait infolettre, newsletter et blog simultanément. Et aussi, donc, ben, en même temps, on a lancé une campagne de vidéos instructionnelles, vidéos informationnelles, encore aussi de 4-5 minutes, hein, petite comme le C'est temps de ça. lecture de Substack, de l'infolettre, avec un thème toujours lié à l'évaluation, surtout vraiment lié aux bonnes pratiques de l'évaluation, qu'on a mis sur notre chaîne YouTube, qu'on publie aussi sur LinkedIn. L'idée étant que bah, ça permet de partager, d'apprendre rapidement, comme un micro-learning, hein, les bonnes pratiques dans différents domaines de la formation pro. Alors, on fait les vidéos d'une façon un peu, on a un peu dessin animé, hein, on le fait Mm, avec une application qui s'appelle Vinode qui est vraiment super à utiliser. Et c'est vrai que c'est pas nos voix à nous, donc tout le monde me le demande, mais c'est qui fait la voix. mm, Alors c'est l'intelligence artificielle, j'ai pas peur de la cacher, parce que c'est très facile à. Donc c'est nous qui écrivons le texte hein, qu'on va faire ensemble, puis après on fait un convertissement vers
le, l'intelligence artificielle. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que en fait, c'est un gain de temps. C'est-à-dire que si, comme nous, on est assez perfectionnistes, Jonathan et moi, on fait pas mal de modifications et que s'il fallait réenregistrer la voix chaque fois, on est d'accord, Jonathan, ça prendrait un temps fou de le faire. Donc, c'est vraiment un des avantages d'utiliser IA à ce moment-là, c'est de la conversion vers un voix directement à partir du texte. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un format, on va dire, assez, assez ludique, assez sympathique. Là aussi, on a des bons retours. Oui, euh, Parce que voilà, ça se partage d'autant plus facilement que c'est sous la forme, oui, de dessins animés, de cartoons. Donc voilà, avec pareil, on va à l'essentiel, un sujet, un thème à chaque fois, on donne quelques bonnes pratiques. Et puis c'est même le genre de vidéos qui peuvent être voilà, diffusées à des collègues, voire même être utilisées voilà, comme complément hein, pour je pense à des formateurs, des formatrices qui à un moment donné traiteraient du sujet de l'évaluation. Bah, ça peut être l'occasion de les introduire et puis voilà, de donner une forme de vernis sur certains sujets d'évaluation. Et puis peut-être que cela motivera aussi les gens à aller plus loin et aller découvrir la galaxie Kirkpatrick et les pratiques d'évaluation plus avancées. carrément. Donc ça, on publie une fois par semaine à peu près. Oui, Euh, aussi, et on a visité faire une vingtaine. Voilà, donc on est là, on a fait, je crois qu'on est sur le sixième, donc on va continuer jusqu'à peu près 20 et puis on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, vous pouvez les consulter sur notre chaîne YouTube, Évaluation Formation, et aussi via la page LinkedIn. Voilà. c'est ça. Donc aujourd'hui, l'objectif de l'épisode, c'est on a invité un spécialiste de la stratégie de la formation professionnelle de learning qui accompagne donc les sociétés, je crois surtout en croissance pour les aider à définir une stratégie plus structurée en matière de la formation pro en interne, qui s'appelle Delphine Moncourget. C'est quelqu'un que tu connaissais, Jonathan. Oui, tout à fait, avec Delphine. Bon, ça fait quelques années que l'on se connaît. Et c'est vrai, bon, elle l'expliquera mieux que moi dans l'épisode, mais Ouais, elle a un profil très intéressant parce elle a pu, on va dire, endosser différentes fonctions, différentes casquettes dans le monde de la formation, tant en entreprise que, on va dire, côté organisme prestataire de formation. Donc, elle a une vision quand même très large des métiers de la formation. Elle a aussi pu réaliser des projets très intéressants. On en parle dans l'épisode, mais des projets qui ont vraiment de l'impact. Ça, c'est le ouais, mot-clé, hein. On parlait de l'infolettre, impact formation, mais c'est le mot-clé. Comment avoir de l'impact et comment démontrer cet impact en matière de formation. Donc, très intéressant. Et avec Delphine, on échange aussi régulièrement, notamment via LinkedIn, où elle est très présente. C'est l'une des top voices de oui, learning, hein, je pense, oui. sur LinkedIn. Donc, voilà, elle partage pas mal de choses. Elle intervient aussi dans des conférences, dans des salons. Donc, voilà, elle est très présente. Donc, c'est un plaisir C'était un plaisir en tout cas de la recevoir. Vous allez écouter l'épisode et vous allez évidemment apprendre pas mal de choses. Et comme tu le dis, hein, Just, dans l'épisode, c'est toujours agréable de voir que ce que l'on préconise, hein, ce que l'on prêche, Oui, voilà, bah, a une réalité matérielle, a une réalité pratique. Ça hmm, ne reste pas juste de la théorie. Et les personnes qui s'attaquent au sujet de l'évaluation, qui s'attaquent au sujet de l'après-formation, de l'accompagnement, etc., obtiennent des résultats. Delphine en apporte une nouvelle fois la preuve. exactement. J'ai adoré ce qu'elle dit. Elle dit que pour elle, la formation, c'est le changement de comportement. Là, vous allez écouter l'épisode et vous Tout est allez... dit. Ouais, exactement, tout est dit. Mais qu'est-ce que c'est simple et ça résume pas mal de choses pour moi, pour nous. Et son approche est basée là-dessus. C'est vraiment un bonheur de l'écouter. Voilà, mais donc on vous laisse écouter cet épisode et on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Au revoir. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Moncorgé. Delphine, comment vas-tu? Très bien, bonjour et toi? Ça va très bien, merci.
Delphine, on te reçoit avec Joss, donc déjà merci de nous accorder, Oui. un peu Merci de beaucoup, ton Delphine. temps, Plaisir. pour parler de pas mal de choses, mais on va d'abord te laisser la parole. Tu es complètement libre de tes réponses, donc simple question, Delphine, qui es-tu? Alors, je suis Delphine Moncorgé et moi j'ai un parcours, en 2 étapes. Premièrement, dans le marketing et dans la communication, dans des grands groupes internationaux, plutôt de retail et distribution et j'ai pivoté, en 2010 vers la formation professionnelle et depuis 2010, j'alterne, entre, les universités d'entreprise et les organismes de formation où j'ai pu occuper, différents postes en fait, entre, formatrice, conceptrice, chef de projet, formation, responsable pédagogique, responsable d'université d'entreprise et dernièrement, au sein d'un organisme de formation, j'étais, directrice de l'offre, du marketing et de la communication. Donc j'avais réuni finalement, j'avais fait la boucle puisque j'étais à la fois, responsable de l'offre de formation, mais aussi, de, la promotion de cette offre via le marketing et la communication, donc une boucle par rapport au début de mon parcours. Et depuis, septembre dernier, j'ai créé, ma structure qui s'appelle Jao Learning et avec laquelle j'accompagne les entreprises dans leur stratégie de formation. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais l'idée, c'est de les aider à structurer, une démarche vraiment, ouais, structurée, structurer une démarche structurée, on va dire ça comme ça, Mmh. pour aborder tous les points, couverts par la formation, que ce soit l'offre, l'équipe pédagogique, les outils, de digital learning et surtout les process pour que tout ça fonctionne bien ensemble. Voilà. D'accord. Delphine, comment tu trouves la différence entre au sein de l'entreprise, entre guillemets, acheteur et à l'extérieur de l'entreprise, être fournisseur? Est-ce que c'est très différent? Alors en fait, je pense que c'est surtout une question de temps, en fait, d'appréciation du temps. Lorsque nous sommes à l'intérieur d'une entreprise, on prend en général davantage de temps pour créer des formations, qui nous conviennent. Alors que quand on sous-traite et donc quand on est client d'un organisme de formation, en général, le besoin arrive un peu comme ça là, hop, j'ai une idée, j'ai un besoin, justement peut-être parce qu'il n'a pas été structuré en amont et on est beaucoup plus pressé, donc l'organisme de formation doit travailler plutôt, pas dans l'urgence, mais plus rapidement que si, c'était traité, en interne. Donc pour moi, c'est la plus grande différence. Ouais, effectivement, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps, on n'est pas Mmh. sur les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes objectifs, on va dire aussi commerciaux forcément, donc il y a tout un ensemble de contraintes qui sont différentes effectivement. Mmh. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement toi tu es passé par, pas mal de fonctions, de postes différents dans la formation, donc ça te permet d'avoir, je pense une vue assez globale, hein, on va dire du monde de la formation. Hem Et sur ce podcast, on reçoit donc, avec plaisir des invités venant, on va dire d'univers différents, mais toujours liés à la formation. Donc toi, avec ton parcours, avec tes expériences et cetera, on va dire quelle est ton approche de la formation? Est-ce que tu as des méthodes privilégiées? Est-ce qu'il y a tu as des orientations spécifiques? Enfin voilà, si on devait, heu, dresser un portrait, on va dire, de la formation selon Delphine Moncorgé, comment toi tu présenterais les choses? Alors, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut avoir une approche, structurée et stratégique, un peu comme on aborde, la stratégie commerciale, la stratégie de communication. On ne se lance pas comme ça un jour en disant: «Bah, tiens, je vais faire un quart par 3, le lendemain, je vais faire un spot radio et puis tiens, si je prenais un encart, publi promo dans un magazine». En général, l'approche est structurée et on sait pourquoi on fait les choses. De la même façon pour la formation, l'idée c'est pas de dire: «Bah, tiens, j'ai un besoin, on vient de me solliciter, bah, tiens, j'achète ça à l'extérieur, ça, je vais essayer de le faire en interne parce que machin, il connaît, truc et il connaît un peu le sujet». Enfin, on n'est pas dans une approche brouillon et désormais, je pense qu'il faut vraiment structurer une démarche, notamment pour pouvoir aussi,
conserver les meilleurs talents au sein de l'entreprise et les faire progresser et leur ouvrir des perspectives. Donc pour cela, créer des parcours et donc structurer les formations qui leur permettront d'évoluer en interne. Donc, Mmh. première idée pour moi, c'est la formation selon Delphine Bancorgé, c'est d'abord la structuration via une démarche stratégique. Et deuxièmement, je crois beaucoup à la co-construction des formations, c'est-à-dire à la fois avec ceux qui vont la recevoir, c'est-à-dire les apprenants. En fait, c'est comprendre vraiment leurs besoins et ce dont ils ont besoin pour les éléments dont ils ont besoin, je veux dire, pour pouvoir bien adhérer à la formation et la suivre de la meilleure façon qui soit. Donc aussi bien au niveau des modes de formation, des modalités et les managers qui, s'il y a manager, ont aussi, des attentes par rapport à leurs collaborateurs en termes d'évolution, de compétences et puis, le service RH ou, justement celui qui aura structuré, la stratégie de formation, pour que ce soit cohérent et notamment cohérent par rapport avec la stratégie de l'entreprise. Puisque si on forme des personnes, pour, aller vers, prenons l'exemple par exemple de la, une entreprise qui s'internationaliserait, elle va avoir besoin de, voilà, de former à, l'interculturalité, les langues étrangères et cetera, donc pour accompagner sa stratégie d'entreprise. Donc du coup, ça a un impact sur la stratégie de formation. Donc tout ça doit être lié. C'est à la fois les besoins du collaborateur, ceux de son manager qui doivent être cohérents et la stratégie d'entreprise. Et ton interlocuteur direct, c'est le responsable formation, c'est tout un ensemble de personnes, c'est le service RH? Est-ce qu'il y a un comité avec qui tu travailles? Comment ça se passe, Alors en normalement? fait, moi j'accompagne plutôt des entreprises, de taille, petite, moyenne et intermédiaire, on va dire, donc PME et ETI en croissance, mais qui n'ont pas nécessairement de service formation. Donc mes interlocuteurs, principaux, ce sont des RH, soit des DRH, soit des responsables de développement RH. Et j'ai aussi des clients qui sont dans des organismes de formation. Donc en général, souvent, ce sont les directeurs des organismes de formation et qui souhaitent là avoir plutôt des audits de leur offre et une optimisation de leur offre. Mais dans les entreprises, ce sont les RH principalement. OK. Donc, oui, en tout cas, je pense que je parle sous le contrôle de Joss, mais on te rejoint en tout cas par rapport à l'approche que tu proposes, parce que la structuration est essentielle, hein. C'est, pour moi, c'est aussi un élément d'amélioration continue, hein. Si, voilà, si on ne pose pas le cadre, si on ne fait pas les choses de manière structurée, si on est, on va dire, dans une approche artisanale, ça devient compliqué de pouvoir garantir des résultats et de pouvoir s'améliorer en continu. Et puis la question de l'alignement, de la stratégie de formation sur la stratégie de l'entreprise, Heu, c'est clair que c'est un élément déterminant. On va parler d'évaluation après, mais c'est essentiel et c'est aussi, je dis souvent une question de pérennité de la fonction formation, hein. Si on n'est pas capable aussi de démontrer, aux CODIR, aux COMEX, peu importe quel, l'impact en tout cas de la fonction formation et à quel point la fonction formation, est un pilier, en tout cas un élément essentiel, de l'entreprise, pour l'aider à atteindre ses objectifs stratégiques, je pense qu'on passe à côté du sujet en tout cas. Hem, est-ce que, justement en matière d'évaluation de la formation, quel est, comment dire? Comment tu perçois, on va dire, le sujet? Qu'est-ce que tu, on va dire, tu connais? Qu'est-ce que tu as déjà pu pratiquer par rapport, au sujet de façon générale de l'évaluation des formations? Alors, en fait, ça c'est encore un vaste sujet qui est entre les volontés et la réalité. Moi, ce que je vois encore et même dans les organismes où j'étais, dans les organisations où j'étais, on était, beaucoup sur, le premier niveau d'évaluation de la satisfaction.
Et j'ai encore des clients qui viennent me voir en disant: «Ah, j'ai 97% de taux de satisfaction» et ils sont tout contents. C'est bien. Enfin, je veux dire, je Ouais, suis content pour eux aussi, hein, mais pour moi, ça, c'est comme les likes sur LinkedIn, c'est de la vanity metrics, mais en fait, ça mesure rien de spécial. ouais, ouais. Les gens sont contents, bah, c'est super, ils ont passé une bonne journée, bah, déjà, c'est bien, mais en quoi ça évalue la formation? Ben, en rien, en fait, juste ce moment. Mais pour moi, la formation, c'est quand on voit un changement de comportement entre avant et après. Donc si ça, on ne peut pas le mesurer, ben, en fait, on ne mesure pas la formation. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a des formations qui sont plutôt à classer dans l'information, parce que finalement, ça n'implique pas un changement de comportement. C'est OK, on apprend des choses, mais on pourrait apprendre avec un podcast, avec un Mmh. livre, avec, une bonne vidéo, un tutoriel, mais on n'est pas dans, ça va rien changer derrière. On sait des choses plus, mais voilà. Et donc les entreprises souvent s'arrêtent au premier niveau, voilà, on mesure la satisfaction, c'est facile, on est content et voilà. Après il y a, bon, tout ce qui est, évaluation des connaissances, donc qui est souvent faite, des fois pendant la formation ou juste à la fin avec un quiz. Mais bon, encore une fois, là, j'ai envie de dire, c'est assez superficiel parce que bon, c'est des connaissances qu'on vient juste d'acquérir, donc bon, c'est de la mémoire vive, hein, on va retranscrire tout ce qu'on vient d'apprendre. Est-ce qu'il va en rester quelque chose dans 10 jours, dans un mois, dans 6 mois? Je suis pas sûre. Hem Donc vraiment pour moi, c'est vraiment le niveau, d'évaluation du changement sur le comportement qui commence à vraiment, être une mesure fiable de la formation. Ouais, Et tout si à en fait. plus, ce comportement, mis en place produit des résultats et notamment les résultats qu'on attendait quand on s'est dit: «Tiens, on va faire une formation», bah, là, c'est encore mieux. Mais déjà, en changeant le comportement, je pense que, et avec motivation, on peut déjà se dire que, ça va avoir une incidence quelque part sur un résultat ou un autre, si c'est bien fait. Enfin, je sais pas. C'est c'est génial ce que tu dis. Enfin, c'est tout ce que nous on dit depuis des années, donc c'est super d'entendre. Moi, j'ai peut-être 2 questions par rapport à ça. Heu, Premièrement, tu as dit, bah, tu as beaucoup de clients, beaucoup de gens que tu connais qui sont, bah, ils restaient sur le niveau 1, la satisfaction. Première question, c'est pourquoi, à ton avis, les gens restent focalisés là-dessus, alors que on, nous, on est convaincu que ben, le constat, c'est ce que tu dis, hein, la formation, c'est le changement de comportement. Et donc, ça amène à ma deuxième question, c'est que où chez toi est venue cette conviction que la formation, c'est le changement de comportement? Où est-ce que tu as vu que le niveau 1, c'était pas suffisant? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui s'est passé que tu as dit, non, c'est pas ça que je recherche? Alors, bah, c'est un peu, du coup, je pense mon parcours marketing qui fait ça. C'est que quand on demande, «Bon, est-ce que vous êtes content?» Les gens, quand on fait des études, post-achat et cetera, on peut être content d'un service, mais enfin, pardon, on peut être content d'un achat, mais pas content au final de l'utilisation de l'objet, pas au point de le recommander, pas au point de le réacheter. Donc on peut avoir passé une super expérience en magasin, voilà, la vendeuse était souriante, c'était sympa, il y avait une bonne musique, c'était clair, voilà. On a acheté, ben, parce que, voilà, on a acheté. Mais au final, on revient chez soi avec le produit, alors quel qu'il soit, hein, que ce soit un appareil électroménager, un vêtement, ou un produit de maquillage, je rentre pas dans le détail, mais et puis au final, ben, le truc, bon, bah, on l'a acheté, il nous a coûté un certain prix, mais il rend pas le service attendu, ou enfin voilà, il y a un moment, un niveau de non-satisfaction ou de satisfaction neutre. Donc on va pas en parler de façon positive et si on nous remettait dans la même situation, on le réachèterait pas. Bah, pour moi, la formation, c'est ça. Enfin, on peut faire le même parallèle, je veux dire. L'évaluation satisfaction, c'est voilà, on a passé un bon moment, c'était sympa, le formateur était cool, on a bien mangé le midi, la salle était bien climatisée, on a vu des beaux slides, des belles couleurs, OK. Mais ça, voilà, enfin ça peut arriver même en réunion, enfin. Ouais, tout à Donc fait. heu, donc c'est pas, voilà, c'est pas propre à la formation. En revanche, derrière, est-ce que j'ai appris des choses? Est-ce que j'ai appris des choses qui vont me servir et que j'ai envie de mettre en œuvre? C'est là où vraiment, la formation prend son sens et donc j'essaye de le de oui, de
de l'imager avec un parallèle marketing, je ne sais pas si ça parlera à d'autres personnes, mais clairement, pour moi, si on ne met pas en œuvre ce qu'on a appris, bah, en fait, on a, entre guillemets, perdu du temps. Parce que on vient bien pour se former, pour développer des nouvelles compétences qui vont nous permettre de faire mieux notre travail, ou en tout cas avec moins de douleur, ou plus de facilité, plus rapidement, enfin bref, ou même pour élargir notre champ de compétences. Donc si ces effets-là ne se produisent pas, bah, en fait, la formation n'a pas servi à grand-chose, quoi. Même si on a passé un bon moment. Donc, et pourquoi? Et pour revenir à ta question, la première question, pourquoi les entreprises ne le font pas? Alors bon, bah, je ne vais pas répondre à leur place, mais moi j'ai quelques pistes, hein. C'est si par exemple, on allait, sur le deuxième niveau, et qu'on se rencontrait on se rendait compte, ouais, c'est marrant. On se rendait compte qu'ils n'avaient pas, appris de choses, mémorisées, et qu'en plus, ils les mettaient pas en œuvre. Bah, du coup, ça remettrait en cause la pertinence de ces formations, ou de l'animateur, et donc bon, bah, c'est un aveu d'échec, que certains ne sont pas prêts à affronter. Donc alors que clairement, enfin pour moi, c'est le début de l'amélioration continue. Mais bon après, Mmh. et je pense qu'il y a des gens qui se disent: «Oh là là, non, restons comme ça, enfin bon, on va pas tout changer, juste parce qu'on apprend que machin», alors que, il était content, hein, oui, oui, il était content. Bon, bref, donc C'est ça. c'est moins inconfortable, je pense. Donc et puis c'est plus facile à mesurer parce qu'il suffit juste de dire: «Tu étais bien, oui, le formateur avait l'air compétent». Bon, oui, il avait l'air compétent, bon, Ouais. ça veut dire quoi? Tout à fait. Donc en fait, Tu as fait un parallèle, je trouve très intéressant et en t'écoutant, tu vois, je n'y avais jamais pensé. Je me suis dit, c'est vrai que je trouve que l'analogie est vraiment intéressante parce que tu parlais de niveau 1, la satisfaction des participants, et tu disais c'est un peu comme les likes sur LinkedIn et oui, les vanity metrics. Et je me disais, ça, ouais, c'est vrai on pourrait faire le parallèle. Je pense qu'on va faire on peut faire un post à deux là-dessus, mais sur le fait de dire, voilà, on peut engranger pardon, des likes à foison. Mais la question derrière, c'est quel est l'impact? Est-ce c'est ça, que ça nous permet de, je sais pas, d'intéresser des prospects, en tout cas si on a une orientation business, de décrocher la reconnaissance, des contrats, des choses comme ça. Mais effectivement, les likes, la satisfaction, ça ne fait pas tout, quoi. c'est Donc, ça. je trouve, ouais, un parallèle intéressant. Merci. Et en plus, Ouais. moi je peux l'illustrer pour de vrai parce que clairement je poste régulièrement sur LinkedIn, j'ai des likes, mais enfin pas à un niveau de fou, et j'ai été contactée plusieurs fois par des prospects suite à des posts que j'avais faits. Ils me disaient: «Ah, j'ai bien aimé votre post sur tel sujet, justement, on a une question, relative à ça, est-ce qu'on pourrait en parler? Gna gna gna». Et ces personnes-là n'avaient ni liké ni commenté le post en question. Donc Ah ouais. c'est ça où finalement, les likes, c'est assez illusoire parce que souvent c'est notre communauté, celle qui nous suit régulièrement et qui nous aiment bien parce qu'on soit on se connaît pour de vrai, soit on finit par se connaître, mais ce ne sont pas forcément nos prospects, nos clients, et cetera. Et les clients, ils vont pas forcément, s'afficher, par un commentaire ou quoi. En revanche, ben, voilà, ils me contactent, ultérieurement pour me dire: «Bah, voilà, j'ai bien aimé parce que ça rejoint notre problématique untel et j'aimerais creuser le sujet avec vous». Donc est-ce que c'est mieux d'avoir beaucoup de likes, mais aucun lead derrière, ou moins de likes, mais finalement, des clients potentiels, si c'est la démarche évidemment, qu'on a? Donc voilà, bah, pour la formation, c'est pareil. Est-ce qu'il vaut mieux, rendre les gens satisfaits le jour J? Bon, c'est toujours mieux, mais finalement le but, c'est même s'ils ont été un peu secoués et du coup ils peuvent, justement avoir une évaluation de satisfaction pas top. En revanche, heu mettre en œuvre, ce qu'ils ont appris, et voir un changement dans leur comportement, finalement, même si ça s'effectue un peu dans la «douleur» entre guillemets, c'est peut-être plutôt ça qu'on cherche, non? Ouais, Quand tout à quand fait. quand tu exactement, et quand tu étais, au sein de l'entreprise ou même après, quand tu étais dans l'organisme, est-ce que tu prêtais de moins en moins de temps aux données de satisfaction? Est-ce que tu lisais les commentaires ou les remarques, avec intérêt mais pas plus? Mais comment ça s'est passé justement cette analyse-là? Alors, en fait, ça dépend à quel poste j'étais. Quand j'étais formatrice, donc quand j'animais des formations, forcément, je me ruais sur les évaluations en fin de formation pour dire: «Ah, elle était trop bien, c'est super dynamique, ouais, on a passé un bon moment». J'étais très contente, mais voilà, c'était vraiment
de la Vanity Metrics plein nez. Ça fait toujours plaisir. J'avais toujours le petit commentaire: «Qu'est-ce qu'on peut changer de mieux?» «Non, je ne changeais rien, c'est super». Bon, voilà, c'est juste ça fait plaisir, mais ça n'apporte rien. Quand j'étais à la fois, dans l'animation, mais aussi la conception, ben, j'étais contente quand j'avais des pistes d'amélioration parce que du coup, moi, je suis toujours à vouloir, faire mieux, changer, améliorer petit à petit, donc j'étais contente quand j'avais des pistes, je sais pas, par exemple, ça aurait été bien d'avoir un exercice supplémentaire pour la mise en œuvre de ça, on a manqué de temps le deuxième jour pour faire ci et ça, donc je me dis: «OK, donc ça, je vais en prendre compte, je vais peut-être changer, le scénario pédagogique pour leur laisser plus de temps de mise en œuvre». Bon, OK. Et quand j'étais, chef de projet formation, donc là, j'étais plus sur des formations blended et le retour ne venait pas forcément par les participants, mais souvent par les managers, les commanditaires, qui eux-mêmes avaient le retour par leurs, participants et donc là, il y avait plusieurs filtres donc bon, on en tenait compte mais c'était toujours un petit peu biaisé puisque bon, bah, si le manager nous envoie en formation, on va pas dire que c'était pas bien parce que sinon il nous renverra plus en formation. Hmm. Donc c'est toujours un peu biaisé, donc ça, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que je pense que le mieux, c'est vraiment en amont de tout, enfin en tout cas moi c'est ce que je préconise à mes clients, en amont de tout, c'est, partir des KPI. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez, observer comme changement? Sur quels critères vous allez évaluer que cette formation est un succès ou pas? Et avant toute conception, avant toute animation, avant tout, on identifie ces KPI avec le client et ensuite on mesure, donc on fait un positionnement zéro et une mesure après. Et finalement, c'est ça qui donnera des pistes pour dire bah, c'est réussi, pas réussi et des choses qui peuvent être améliorées, mais toujours au regard de KPI objectifs qu'on aura déterminés en amont. Donc, et du coup, la satisfaction, j'allais dire, c'est un bonus, quoi, mais voilà. C'est Moi, pas j'ai là. vécu des Ouais. formations en tant que participante. J'ai vécu des formations où pendant la formation, c'était pas super parce que bah, justement, fallait produire, fallait s'exercer. C'était pas cool. On n'était pas en mode bah, j'écoute le gars qui parle tout seul et puis moi je suis là un peu en mode relax. Non, on devait faire. On était poussé dans nos retranchements. On n'était pas toujours à l'aise sur les mises en situation parce que bah, ça faisait appel à des voilà, il fallait creuser dans ses ressources, et cetera, puiser dans ses ressources. Mais au final, après, c'était vraiment, libérateur et on pouvait s'appuyer sur ce que j'ai fait en formation, je vais essayer de le faire dans la vraie vie. Donc finalement, c'est les meilleures formations que j'ai pu faire. Donc la satisfaction, finalement, c'est pas forcément un critère, très puissant pour, la qualité d'efficacité plutôt de la formation, pour moi. Tout à fait. Et ça n'est absolument pas l'alpha et l'oméga de, de la formation. Et pourtant, c'est vrai que ça reste un réflexe, comme tu le disais tout à l'heure, hein, si justement, c'est vrai que c'est facile à mesurer. Et puis en plus, voilà, notre ami Calliope Oui, voilà, nous, c'est ça, il y a ça aussi, oui. nous bassine un peu avec ça aussi Ouais, ouais, ouais. et a tendance à limiter vraiment la portée de la formation. Et moi, Ouais. c'est souvent ce qui me rend triste, c'est de ce fait, en se focalisant sur des indicateurs de satisfaction, on limite l'ambition de la formation. On sait que la Ouais. formation, ça peut être quelque chose, mais qui change des vies, qui peut changer des équipes, des entreprises, etc. Et on en fait effectivement, comme tu le disais justement tout à l'heure, des vanity metrics. On est content, les gens sont satisfaits, ouais, mais so what, quoi. Qu'est-ce Mmh. qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Alors c'est intéressant. Alors on te rejoint avec Joss hein, sur le discours que tu tiens. Je pense qu'on va pas être en désaccord. En tout cas sur cette question, c'est clair. Donc KPI, voilà, des définitions d'indicateurs en amont, etc. Tout ça c'est essentiel. Parler le langage des opérationnels, des managers, des directions. Enfin voilà, leur donner en tout cas les éléments de preuve qui les intéressent. Et justement, est-ce que toi, tu as eu l'occasion de travailler sur des projets de formation, alors à différents moments de ta carrière, hein, en fonction des postes que tu as pu occuper, alors plutôt côté entreprise ou au Mmh. sein des organismes de formation, peu importe. Mais est-ce qu'il y a des projets de formation sur lesquels tu as eu l'occasion de travailler et dont tu es particulièrement fier? Peut-être parce que justement tu as eu l'occasion de de vérifier en tout cas que ces projets avaient de l'impact et d'avoir des données, des résultats pour le démontrer.
Oui, alors il y en a plusieurs, hein. Il y en a, dans différentes entreprises, que j'ai parcourues puisque bon, on n'a pas évoqué les entreprises, mais je pense que tu mettras le lien vers mon profil LinkedIn et les personnes iront voir. Mais effectivement, il y a un projet, si je dois en résumer un que j'ai particulièrement, apprécié mener et qui a donné des résultats parce qu'il couvre, pas mal de champs qu'on vient d'évoquer. C'est un projet qu'on a appelé Coach Me Up, on l'a un peu marketé. J'étais dans une entreprise de service client, on va appeler ça comme ça, et le DG m'avait, mandaté pour créer une formation de coaching à l'intention des managers de proximité. Donc des managers plutôt de premier niveau, après on l'a étendu, 2e niveau, mais au départ c'était pour les managers de premier niveau pour, coacher, leurs collaborateurs qui étaient en relation avec, la clientèle. Et du coup, pour mener ce projet qui avait déjà été, on avait tenté de le mener avant mon arrivée, donc ça traînait un peu dans les tiroirs. J'ai travaillé en co-construction en créant un groupe de travail, multifonctions, avec à la fois donc comme je vous disais tout à l'heure, les personnes concernées, destinataires de la formation, leurs managers, leurs pairs, toutes les autres fonctions qui étaient en relation avec eux, les directeurs du site, quelques personnes, du siège. Donc on avait un groupe de travail et puis des personnes de mon équipe bien évidemment. On avait un groupe de travail, assez riche, par la multiplicité des fonctions, mais qui du coup pouvait donner un éclairage sur, ce qu'on attendait, de ce poste, de ce profil, ce qu'on attendait, de, ce manager-là et notamment, de ce qu'on attendait au niveau, coaching. Hem Et donc on a pris le temps de travailler, avec ce groupe de travail. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, de tests, vraiment on était en mode collaboratif et test and learn donc on a mis en place, différentes instances, régulières, petites ou complètes au niveau du groupe pour valider différents points et on a créé une démarche de coaching en 10 ou 12 étapes, je ne me rappelle plus trop, avec, pour chaque étape, des ressources qui étaient à disposition du manager coach, des grilles d'observation, des façons d'accompagner objectivement avec des fiches ressources si jamais, le collaborateur heu heu, avait besoin de progresser, à chaque étape. Et l'idée dans la démarche, c'était donc, de partir de la première étape, d'évaluer le collaborateur, heu, en one to one et de voir si oui ou non il était à l'aise sur la maîtrise des compétences de cette étape. Si oui, on passait à l'étape d'après et sinon, c'est là où, on l'accompagnait pour progresser sur cette étape et le manager pouvait dans son kit, Coach Me Up pouvait pardon, aller piocher dans les ressources à sa disposition pour, lui donner, des apports théoriques et puis pour le mettre en situation avec des exercices. Et l'idée, c'était de tant que cette compétence, était en mode acquisition, donc on était en train de le faire acquérir, progresser, s'entraîner, on restait sur cette compétence, on le revoyait la prochaine fois, on refaisait une évaluation et on voyait s'il avait progressé, s'il était au niveau attendu, on passait à la compétence suivante. Sinon, on restait sur cette compétence dans d'autres exercices, d'autres mises en situation, etc. Et ça permettait d'être sûr de passer à la compétence suivante quand la première était acquise. Et ça, c'était assez compliqué à comment dire, à faire entendre aux, Ouais. aux managers parce qu'en fait, dans leur mode de fonctionnement, quand on est voilà, quand on a 1 heure avec son collaborateur, bon, on essaie de faire passer le maximum de messages et si on a vu 2-3 points d'amélioration, on les donne d'un coup parce que, comme ça, on n'aura pas à y revenir. Sauf que, j'avais un manager qui me faisait ce parallèle-là. C'est comme au tennis, si on doit progresser au tennis, on lui dit: «Bon, il faut que tu travailles ton coup droit, il faut que tu travailles, ton revers et puis tu as ton service aussi. Donc en gros, voilà, on se revoit la prochaine fois. Hop, allez mon gars, bon travail». Et C'est ça. du coup, il va s'entraîner sur tout, sur rien, il va pas progresser. Donc l'idée, c'est de dire: «Là, on travaille, le coup droit,
pof, on fait que le coup droit et on se revoit et puis quand il sera bien acquis, on passera au revers et puis quand ce sera bien acquis, on passera au service et puis, la volée, puis machin. Donc bah, là, c'est pareil en fait. L'idée, c'était de dire: on fait une seule compétence à la fois, comme ça le collaborateur se concentre là-dessus. Il peut être mauvais sur les autres trucs, on s'en fiche. On va l'entraîner sur cette compétence-là et quand elle sera bien acquise, mais vraiment, c'est-à-dire avec, plusieurs justement, expériences réussies, on pourra en développer une autre. Et donc mon idée, c'est de leur dire: «Vous ne perdez pas du temps en vous concentrant sur un seul point, mais vous allez, au contraire, laisser concentrer votre collaborateur sur ce point d'amélioration et vous allez en gagner parce qu'après il va gagner du temps pour, puisqu'il n'aura qu'un seul truc à apprendre et à mettre en œuvre et ensuite vous pourrez passer à la prochaine et donc c'était, essayez et vous allez voir et donc bon, bah, ils ont fait et ça a marché. Je trouve ça vraiment très pertinent, notamment ce focus, voilà, sur une compétence. Et le fait de dire, voilà, on la travaille, on ne la lâche pas tant qu'elle n'est pas maîtrisée avant de passer à la suite. Parce que C'est ça, c'est vrai qu'en formation, on a tendance à charger la mule en disant, voilà, sur ce court laps de temps, on va voir X choses, etc. On va avoir beaucoup de contenu. Et ensuite, bah, voilà, la mise en pratique, eh bien, voici les 25 compétences à mettre en œuvre, etc. Et en fait, on ne s'en sort pas parce qu'on n'arrive pas à prioriser. c'est ça. Et ce que tu me dis, ça me fait penser à j'avais lu, pour l'anecdote, la formation des maîtres sushi, au Japon. Et en fait, je crois me souvenir, alors je n'ai plus exactement les indications en termes de durée en tête, mais quelqu'un qui veut devenir maître sushi, il apprend et il pratique, mais la même tâche. Alors, je vais dire n'importe quoi, mais voilà, le fait, je sais pas moi, de saler le saumon, je ne sais quoi, mais il fait ça pendant des heures et des heures, si ce n'est des années, avant de passer, on va dire, à l'étape suivante, en disant voilà, il faut vraiment maîtriser jusqu'au bout, que, il y ait vraiment une perfection, une maîtrise du geste parfaite avant de passer à la compétence suivante. Bon là, on va pas passer des heures non plus, sinon je pense que le coaching, voilà, ça coûterait en temps et en argent. Mais en tout cas, dans cette logique de dire, heu, on se focalise sur une compétence, on la travaille jusqu'au bout, on ne la lâche pas et on passe à la suivante une fois que c'est maîtrisé. Je trouve ça très pertinent parce que, c'est, voilà, en termes d'apprentissage, il y a un véritable focus. Et je pense que enfin, tu le sais mieux que nous parce que tu as pu l'observer, les résultats sont au rendez-vous. Ouais, mais c'était pas évident à faire entendre, hein, au début, mais comme ils l'ont constaté, finalement, après c'était évident pour eux aussi, c'est devenu, la base et c'est moins décourageant pour le collaborateur parce que Oui. quand il doit tout travailler en parallèle, il voit aucune enfin, il progresse très lentement, voire pas du tout et du coup, c'est démotivant. Alors que là, si en plus, en tant que manager, on sait qu'il doit progresser sur plusieurs points, vaut mieux le faire progressivement. On va d'abord parler de ce point, on lui dit pas du tout qu'il est pas bon sur d'autres, on lui fait travailler que ça. Donc du coup, le collaborateur ne voit qu'un seul point d'amélioration. Donc au début, il n'a pas l'impression qu'il doit aussi travailler ça, ça, ça et ça. Et finalement, c'est encourageant parce que dès qu'il a bien réussi, on dit: «Ah bah, tu vois, c'est trop super, tu as bien réussi, maintenant tu es vraiment, tu as vraiment cranté sur ce truc». Alors, il y a un autre point que j'aimerais bien que sur lequel tu vas progresser également, de la même façon. Donc en plus, on s'appuie dessus, tu l'as déjà fait, tu vas pouvoir le reproduire sur autre chose. C'est hyper encourageant et du coup, il se dit: «Bah oui, si j'ai réussi là-dessus, je peux aussi le faire là-dessus» et hop, on y va comme ça, étape par étape et voilà, mais il fallait vraiment alors moi, je suis partie c'était une conviction, personnelle, hein, j'ai pas lu le livre des maîtres sushi. Pour autant, c'était un peu la même idée et du coup, voilà, je me suis accrochée, j'ai fait passer mon message et ça a vraiment, fonctionné donc là, c'est un des projets dans lesquels, je suis le plus fière et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que j'ai vu qu'il était toujours au catalogue, des années après mon départ, dans cette boîte donc ça veut dire que ça continue, quoi. C'est une bonne preuve. Delphine, ça m'intéresse aussi le soutien de la direction. Tu as dit que le commanditaire, c'était le DG. Oui. Donc, qu'est-ce que ça a permis d'avoir ce soutien?
Alors, oui, oui, c'est vrai que c'était lui qui avait cette idée de projet de coaching. Donc c'est vrai que quand on est soutenu par le DG, bah, déjà, ça ouvre les portes. Ça permet, bah, ça m'a permis de convaincre, enfin, très rapidement d'ailleurs, un centre de production pour mettre le groupe test, de libérer, des personnes qui avaient, ben, un emploi du temps hyper chargé pour pouvoir participer, au groupe projet. Ça permettait de faire des points réguliers en CODIR pour, suivre l'avancement de ce projet. Et de créer aussi un peu de frustration chez les autres directeurs, de sites qui n'étaient pas concernés par le groupe test et qui disaient: «Mais pourquoi, j'entends parler de Coach Me Up et pourquoi nous on l'a pas? Pourquoi vous avez fait ce test, uniquement, à Compiègne et pas chez nous?» Donc voilà, donc c'était à la fois, chouette parce que bon, bah, du coup, comme je te dis, on ça nous ouvrait les portes, mais surtout, ça permettait d'en parler en CODIR, de faire avancer les choses, de faire connaître le projet sans vraiment le dévoiler et de créer c'était un peu, du marketing de manque, hein, du marketing du manque chez les autres, directeurs de sites et ça a facilité aussi, le, le déploiement à l'international puisque le CODIR enfin le directeur France, du coup, en parlait à ses confrères des autres pays qui ont aussi, qui ont aussi voulu, en savoir davantage et voilà, du coup, j'ai fait un petit road trip à travers, tous les pays du groupe pour pouvoir, promouvoir, ce projet et le développer à l'international à la suite. Donc c'est ouais, c'était bien. Ça va, c'est sympa. Comment Ouais, joindre l'utile à l'agréable. ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, vraiment excellent parce que ça illustre, hein, on en parlait entre nous avant le début de l'enregistrement, mais c'est vrai que ça illustre bien la nécessité de penser à la préformation. Parce que sans ce type de dispositif, ça veut dire que on hypothèque assez fortement les chances de succès, de réussite et donc d'efficacité de la formation. Et on estime que, bah, au bout du compte, voilà, chaque apprenant va pouvoir s'en sortir seul, va pouvoir, on va dire, être suffisamment discipliné pour pratiquer, pour essayer, etc. Alors que on sait à quel point l'accompagnement peut être déterminant. Et le fait de le prévoir et de le communiquer, de le marketer comme tu le disais, d'avoir des résultats, le fait que d'autres entités ensuite du groupe veuillent s'en saisir, ça fait quand même toute la différence et ça explique vraiment, en tout cas ça illustre parfaitement pour les différents acteurs de la formation et les autres, je pense à la direction générale, que Mmh. la formation n'est pas un événement isolé, c'est Ouais, vraiment un processus et que c'est si ça. on veut des résultats, bah, il suffit pas de mettre les gens en formation et il faut aussi penser à l'après, quoi. Exactement, ouais. Hem, Joss, est-ce que tu as d'autres questions par rapport, à ce projet? Oui, donc en fait, ce projet, c'était pour former les superviseurs pour être coach des membres de leur équipe. Donc j'imagine que aussi il y avait des dispositifs de formation pour les collaborateurs, c'est ça? Et donc ça a permis que dès qu'il y avait une formation pour les collaborateurs, ben, derrière, avec le coaching, pour être sûr que c'est le collaborateur mettait en place les compétences acquises. C'est ça, exactement. Parce C'est que ouais. excuse-moi de te couper. Donc, le constat, c'était que ben, il fallait ces coachs pour pouvoir renforcer la mise en application des compétences des collaborateurs. Oui, bah, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, la formation, on apprend, quand c'est bien fait, on acquiert des connaissances, on acquiert des compétences, un mode d'emploi, une démarche et cetera. Mais si on la met pas en œuvre, ben, au bout d'un petit moment, on oublie tout ça, en fait, puisque, bah, en fait, c'est la courbe de l'oubli classique et et la seule façon de vraiment, s'en servir, dans son métier pour que ça nous serve, à améliorer, notre pratique, c'est d'utiliser ce qu'on vient d'apprendre. Donc pour, l'utiliser le mieux, c'est de le faire le plus vite possible, mais quand on s'est entraîné en formation et cetera, mais après quand on passe avec des vrais clients, bah, c'est jamais le cas qu'on a eu en formation. Donc forcément, on n'est pas parfait, du premier coup et parfois il peut y avoir, finalement on n'a pas on reproduit pas
exactement le geste comme il doit être fait, on n'a pas le bon discours, etc. Donc le Ouais. mieux, c'est d'être accompagné rapidement à l'issue de la formation via un coaching de proximité, c'est-à-dire vraiment son manager, 1er niveau qui est près de nous et qui, voilà, nous voit faire et nous fait réagir sur ce qu'on a fait, tout de suite après la formation ou peu de temps après. Ce qui fait que tout de suite, on peut voir le décalage, si décalage il y a, ou renforcer ce qui se fait bien. Parce que pour moi, le coaching, c'est pas forcément juste dire ce qui va pas, c'est aussi dire ce qui va bien pour que la personne en ait conscience et le reproduise de plein de fois. Mais en tout cas, il faut que ce soit le plus proche possible de la formation parce que sinon, on risque de prendre de mauvaises habitudes si voilà, le cas n'est pas exactement pareil qu'en formation, etc. Donc oui, et cette formation de coaching pour les managers leur a permis d'accompagner leurs collaborateurs dès qu'il y avait une nouvelle formation pour qu'ils puissent ancrer les bons gestes et les reproduire ou corriger ceux qui étaient un petit peu en décalage. Et c'est super. Alors, dans cette entreprise-là, j'imagine que les superviseurs étaient donc experts métiers. Comment tu conseillerais, excuse-moi mon accent, les responsables formation ou s'ils voulaient mettre en place ce genre de dispositif, mais les superviseurs ne sont pas experts, tu vois, parce que parfois on a des managers transverses, ils sont pas forcément capables d'aider les collaborateurs Mmh. de manière technique. Oui, alors, encore une fois, je pense que tout tient dans, la grille d'observation qu'on leur donne. C'est-à-dire D'accord. que, le coaching, tel que moi je l'entends d'un point de vue proximité comme ça, un coaching opérationnel de proximité, c'est observer, une situation professionnelle avec, une grille de lecture qui permet de décoder ce qu'on attend du collaborateur, donc les actes professionnels attendus et mettre, donc on peut imaginer un tableau, donc en ligne, on a les différents axes professionnels attendus et en colonne, on peut avoir des degrés de maîtrise de, de chaque élément et soit la personne, elle maîtrise totalement, soit, elle maîtrise mais, enfin elle maîtrise pas mais elle le réalise, elle tente un truc mais, la réalisation n'est pas parfaite, du coup ça donne pas le résultat attendu, soit elle tente rien du tout, heu et on peut même imaginer une quatrième colonne, mais qui sera complétée non pas à l'observation, mais lors de l'échange. C'est, la personne avait complètement oublié ce point et elle en avait pas connaissance. Donc en gros, c'est pour, savoir si elle sait quoi faire, mais elle l'a pas fait, elle a oublié, elle a pas trouvé le moment, l'occasion. Elle sait quoi faire, mais elle le fait, mais ça foire. Elle sait quoi faire, elle le fait, mais bon, c'est pas ça donne pas les résultats attendus, mais il y a une bonne tentative et il faut renforcer, il faut corriger. Ou elle le fait et l'exécution est parfaite, voilà. Donc en fonction de cette observation sur les différentes compétences attendues au cours de cet acte professionnel, le coach de proximité peut ensuite, lors du débrief, factuellement rendre compte de ce qu'il a observé et à chaque étape demander au collaborateur, ben voilà, comment lui il s'est senti, est-ce qu'il a le même regard, est-ce que il a conscience de comment ça s'est passé, et trouver donc à ce moment-là des pistes sur là, c'est super, bah écoute, tu t'en es pas rendu compte, mais c'était parfait, donc continue. Ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est rien passé, donc est-ce que tu te souviens? Enfin, comment? Et voir si c'est un manque de connaissances ou est-ce que c'est un oubli ou est-ce que voilà. Et quand ça a été tenté mais pas bien réussi, bah, c'est là où, je pense le coaching peut rentrer vraiment en œuvre et dire: «Ben voilà, est-ce qu'on on revisite rapidement les connaissances théoriques et puis après on passe vite à la mise en situation?» Pour exercer la personne à repratiquer cette étape, qui n'a pas été bien maîtrisée. C'est comme ça que moi je recommanderais. OK et Est-ce que je c'est clair pour toi, ah pour vous? con Ouais? pour moi Ah ça oui, l'est, carrément. Ah oui, Joss. Ouais. tout à fait. En fait, Non, mais c'est juste excuse-moi, pour savoir parce que j'ai non, parlé non, un peu non, longuement. c'est normal. En fait, si tu veux, qu'est-ce qu'on peut te dire? C'est tellement génial ce que tu dis que j'ai envie que tu continues, tu vois. Donc, je dis rien parce que j'écoute. Mais Excellent. même par rapport à une question aussi difficile, ouais, tu réponds très concrètement. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la grille d'observation, mais ça a une place
très, très important pour avoir le bon outil. Il faut bien Voilà, c'est ça. outiller les gens pour qu'ils puissent bien le faire derrière. Et donc Donc, du coup, tu vois, le fait qu'il soit pas expert, si la grille, si les critères, encore une fois, observables, hem, pendant le coaching sont bien précis, même quelqu'un d'externe qui a jamais fait ce job et tout, est capable de dire, tu vois? oui. Donc Ouais, complètement. Et c'est vraiment intéressant aussi de parce que j'allais te poser la question, est-ce que tu as déjà vu des dispositifs similaires ou en tout cas voilà, dans cet état d'esprit dans d'autres entreprises, d'autres organismes de formation? Parce que de mon point de vue, et je te pose la question, j'ai l'impression que souvent ce sont, on va dire je vais dire des tentatives isolées où c'est tiens, bon, pour tel programme, voilà, on va demander à l'organisme de formation de nous accompagner, etc. Mais ça n'est pas systématisé, ça n'est pas institutionnalisé et porté par l'entreprise pour vraiment en faire un dispositif qui soit connu en interne, qui soit marketé, etc. C'est plutôt, tiens, on va former les managers, puis on va demander à l'organisme de formation lorsqu'on veut bien lui ouvrir la porte de l'entreprise post-formation, de nous aider pour accompagner, etc. Mais ce n'est pas l'entreprise qui s'en saisit et mmh, qui en fait quelque chose de systématique. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai et alors moi, partout où je suis passée, j'ai essayé de mettre ça en place parce que j'en suis convaincue et voilà, bon, j'ai des convictions fortes sur le sujet donc j'essaye de les partager, et je pense que oui, si l'entreprise ne s'en saisit pas, ça rejoint un peu l'histoire du sponsoring de l'ADG. Si l'entreprise ne s'en saisit pas, bon, bah, si l'organisme de formation n'a pas plus de conviction que ça va pas forcément être utilisé en interne, en tout cas par les managers. Donc l'idée, c'est de convaincre vraiment, le manager, décisionnaire, de l'utilité de suivre en fait de la formation ne s'arrête pas, à la salle de formation ou au e-learning qu'on a fait. En fait, c'est Hmm. justement, c'est là où ça commence et à partir du moment où on revient au poste de travail et qu'on doit mettre en œuvre, finalement. C'est là où on voit si la formation est efficace et si on a retenu quelque chose. Si on a des choses à changer, encore une fois, je reviens à mon histoire de comportement, si on a des choses à changer et à mettre en œuvre, c'est que la formation a eu un intérêt. Si on revient au boulot: «Elle était bien ta formation?» «Ah ouais, c'était sympa, c'était, au Château Forme machin truc, oh c'était trop bien, on a bien mangé», et que, on reprend comme avant, bah, excuse-moi, mais non, ça a servi à rien. En revanche, si ça nous interroge et qu'on est là: «Ah, comment je pourrais faire? Ah oui, parce que du coup, je suis manager, du coup, j'ai prochain entretien avec mon collaborateur. Tiens, bah, je vais appliquer ce qu'on m'a proposé sur le one to one, comment je dois mener mes entretiens. Ouais, je vais tenter ça avec truc, je vais tenter ça avec machin, voilà, je vais faire des tests, en fait». Et ben là, on est en train de commencer à appliquer, à tester et du coup, si on est accompagné, c'est encore mieux pour ensuite débriefer. Alors j'ai testé ça, avec machin, ça a bien marché, avec truc, pas trop, voilà et que le coach nous dit: «Bah, alors du coup, comment il a réagi? Comment tu as fait?» avec ça. C'est un investissement, mais c'est vachement plus puissant et au moins, on en mesure les résultats, plus vite quoi, Ouais, ouais. et même on en mesure les résultats. Rien que ça déjà. Après Déjà, déjà. c'est déjà un bon point. Donc Déjà énorme. voilà, après, Mmh. il y a des gens, ils investissent un max de budget dans des formations, mais du coup, bah, ils crament tout leur budget là-dedans et donc après ils se disent: «Bon, bah, les gens vont savoir faire, vont mettre en œuvre» ou sinon ils disent: «Bon, bah, la formation, n'est pas efficace». Mais en fait, je pense que l'accompagnement post-formation, est aussi utile. Donc des fois, prendre des formations moins chères, mais avec un bon accompagnement derrière, ce serait beaucoup plus efficace pour être sûr que ce soit, utile au final, quoi. On est bien d'accord, Mmh. clairement. Juste une dernière question sur ce projet ou même de manière plus générale. Je vois que la dimension de temps est très importante pour toi, que tu dis que parfois il faut prendre son temps pour mieux faire. C'était le cas aussi dans ce projet et de manière générale? Ouais, alors le temps, c'est quand même une ressource, limitée, on est d'accord, mais si, heu, si on veut pas le perdre, il faut savoir l'investir en amont. C'est-à-dire, je m'explique, souvent on a envie de faire un truc vite et bien. C'est assez rare que ça marche comme ça, parce que si on va vite, forcément on n'explore pas, tous les paramètres, d'une situation et il y a forcément des choses qui sont, qui
qui sont priorisés sur d'autres. Et donc souvent, on fait vite, c'est pas forcément satisfaisant, c'est moyen et donc un peu plus tard, on doit refaire. Donc quand on cumule le premier temps du truc qu'on a fait vite mais moyen et qu'on refait un deuxième qui sera peut-être vite et moyen aussi, ce temps mis bout à bout, pardon, bah, autant l'investir dès le départ sur un truc où on va prendre un peu plus de temps ou qui va être, plus posé avec justement peut-être une structure de dispositif plus complet, pour que ce soit bien du premier coup. Voilà, c'est un peu ma vision des choses. Mais ça aussi, c'est difficile à faire entendre à des clients quand on est en organisme de formation. Ça marche peut-être plus en interne et c'est pour ça le projet dont je vous parle, j'étais Hmm. en interne, hein. Donc, Ouais, là, on va dire, on a beaucoup plus de temps, on va dire aussi pour aller chercher des sponsors, on va dire, voilà, nouer des relations, des entre guillemets partenariats en interne, etc. C'est vrai on est beaucoup plus dans l'urgence lorsqu'on est prestataire de formation. Et à moins vraiment d'avoir des liens de proximité avec la direction générale, c'est quand même toujours un peu compliqué, quoi. Donc, de pouvoir réaliser cela. Et bon, je pense que voilà, nous trois comme d'autres, on essaye d'évangéliser, comme on dit, et de faire en sorte de toucher d'autres acteurs que les acteurs de la formation pour faire prendre conscience de l'importance de voilà, justement on va dire des ingrédients d'une formation efficace, quoi, et que la formation seule ne suffit pas et qu'il faut penser à l'avant, à l'après pour aller au-delà, quoi. ouais. Delphine, est-ce que tu travailles sur des sujets particuliers en ce moment? Est-ce que je vois que tu as voyagé récemment, tu interviens dans différents salons, différentes conférences. Est-ce que dans ce cadre, est-ce qu'il y a des sujets qui te préoccupent et sur lesquels tu travailles ou pas, ou en tout cas des sujets d'intérêt, on va dire dans le monde de la formation? Alors, moi, je suis en ce moment, très intéressée par tout ce qui est peer learning, pédagogie. J'avais fait un post il y a quelque temps là-dessus, mais j'avoue que c'est vraiment encore une fois dans le mode co-construction collaboratif, et cetera. Je trouve ça intéressant d'apprendre, grâce à ses pairs. Parce que dans ma vision, enfin de ce que j'ai pu voir, en général, la compétence, l'expertise est déjà dans l'entreprise. Souvent, elle a un endroit où on ne sait pas qu'elle est là. Et je parle pas forcément d'un ancien, qui serait là depuis 40 ans dans la boîte, c'est pas ça. Heu le pauvre déjà, il serait déjà un petit peu rincé, mais je parle voilà, peut-être une expertise pointue qui serait, dans l'entreprise, et qui pourrait cette personne pourrait avoir envie de la partager avec d'autres ou en tout cas, on pourrait le solliciter pour le faire. Et c'est pas forcément à l'extérieur qu'on va trouver la compétence. Mais du coup, dans ces cas-là, soit la personne le fait déjà, mais à sa petite échelle, soit, elle le fait pas. Mais, l'idée, ce serait d'aller chercher ces compétences-là qui existent dans toutes les boîtes. Il y a des personnes qui, ont une expertise et qui, sont souvent prêts à la partager avec leurs collègues, mais le partager sous un plus grande échelle et leur donner les moyens de le faire. Dans le dernier organisme de formation où j'étais, on avait doté tous nos formateurs responsables de formation dans les centres de formation de micros, de stabilisateurs, de pieds pour leur téléphone portable professionnel afin qu'ils puissent se filmer en train d'expliquer ou de mimer ou de faire une démonstration d'une pratique professionnelle qu'ils trouvaient intéressante à partager avec leurs collègues. Donc l'idée, c'était vraiment voilà, de se filmer en train de faire et dire: «Bah, voilà, si ça vous intéresse, j'ai trouvé un moyen de faire ci et ça». Alors c'était dans le domaine, automobile, donc c'était vraiment, technique, hein, mais ils pouvaient se filmer dans les ateliers en train de dire: «Bah, voilà, j'ai trouvé une façon de faire ci et ça. Alors regardez», pof, ils filment avec, le micro, on l'entend bien, avec, le collègue qui le filme, avec un stabilisateur. Du coup, on a une image qui est pas trop, enfin qui est bien,
qui est bien nette et pas hachée. Et du coup, on fait une petite vidéo qui dure 2-3 minutes, 5 maximum, pour expliquer quelque chose et la partager. Ça permet aux autres d'être rapidement au courant, et ça permettait aussi aux responsables pédagogiques de recueillir tout ça et de pouvoir les réutiliser, le cas échéant, dans des parcours de formation, soit au sein d'un e-learning, ou d'un seul coup, pouf, on avait une vidéo qui illustrait ce qu'on était en train de dire, soit même extraire des images qui permettaient d'être insérées dans des quiz ou des choses comme ça. Enfin bref. Donc en fait, on leur a laissé cette possibilité-là parce que certains ont proposé, et puis du coup on s'est dit: «Mais attends, si lui il propose, il y en a peut-être d'autres qui aimeraient, mais qui osent pas demander», et hop, on les a tous dotés, et je trouve que ça, c'est hyper puissant. Alors on était Mmh. dans le cadre d'un organisme de formation, mais je pense dans toutes les entreprises et à tous les niveaux, et ça peut être, je sais pas moi, un super tableur Excel, d'un comptable, énergique, qui aurait Oui. peut-être envie de partager ça. Je sais pas, j'essaie de vraiment citer un exemple out of the blue, mais voilà, donc ça peut être dans tous les domaines. Un commercial qui a une façon de pitcher différente, et qui se met en situation pour montrer ça à ses collègues. Ça peut être, je sais pas, une présentation sur Canva un peu sympa, une astuce sur un logiciel interne. Enfin, je pense que c'est infini là. J'ai pas Ouais, forcément, j'avais ouais. pas préparé cette question, donc j'ai pas d'exemple à vous citer, mais clairement, cette façon de faire est pour moi assez intéressante. Et ça, c'est vraiment au niveau learning. Après, il y a tout ce qui est co-construction, partage, via peut-être des outils de spatialisation 3D. On aurait dit encore il y a quelques années métaverse, Ouais. mais du coup qui permettent d'être ensemble virtuellement dans un même espace pour co-créer des choses. Ça aussi, je trouve ça très intéressant à observer parce que ça gomme les distances, ça gomme les difficultés techniques, et on peut partager. Là, en l'occurrence, un moteur qui serait virtualisé en 3D, sur lequel on tourne et on montre un endroit pour dire, bah voilà, c'est par là qu'il faut faire. Mais ça peut être pour tout, n'importe quoi. Ça peut être une création d'un vêtement, ça peut être, enfin, les applications sont multiples. Donc, mes préoccupations, c'est ça, c'est la co-création, c'est le côté travailler ensemble avec ses pairs, et partager ses connaissances ou ses techniques. Ouais, principalement c'est ça. Et il y a un deuxième sujet qui m'intéresse bien, mais c'est formation et RH, c'est faire évoluer, je sais pas si ça va être possible, faire évoluer la façon dont on recueille les besoins. Parce que ça reste encore un process annuel dans les entreprises, un peu administratif, où on commence en septembre, fin septembre, octobre, novembre. Voilà, on fait des allers-retours entre les managers en dessous, les collaborateurs, puis ça remonte hop jusqu'au directeur, qui envoie ça au RH, qui fait valider par la DAF, la DG, qui revient vers les managers et les directeurs, et ça redescend. Et là, le collaborateur apprend que sa formation, truc, ben, elle n'est pas acceptée, ou alors elle est acceptée, mais du coup, il a l'info en janvier ou en février ou je sais pas quand. C'est Et ça. il en avait besoin en octobre. C'est dommage parce que du coup, on est en février. Bientôt, il part en vacances, et à ses retours de vacances, OK, on commence à lui chercher la formation qui va bien. Comme on n'a pas anticipé, puisqu'on n'a pas créé de stratégie formation, bah, on ne sait pas auprès de qui l'acheter ou la créer en interne. Enfin bref, le temps que tout ça, ça se fasse, on est au mois de mai, il y a des ponts, il part en pont, hop, bah, il peut peut-être faire sa formation en juin. Ah, mais donc il y a plein de trucs à faire en juin, c'est juste avant les vacances, donc bah non, pas en juin, ça nous arrange pas. Donc bah tu la feras en septembre, et hop, on a perdu un an. On a C'est perdu ça. un an. Et Et en septembre, c'est la rentrée. et là, septembre, c'est la rentrée, il y a les projets voilà, il y a le séminaire de rentrée, pif paf pouf, et on Ça passe au continue. recueil des Ah, besoins de l'année d'après. Et en et fait, le gars, il a jamais eu sa formation.
C'est alors qu'il ça. en avait besoin en octobre. Et clairement, c'est archaïque. Je pense que ce système est archaïque. Et moi, je milite pour un truc plus souple, qui serait un recueil des besoins. Alors encore une fois, pareil, selon les services, les directions, le rythme n'est pas forcément le même entre un service commercial, un service financier, un service informatique, innovation. On n'aura pas les mêmes demandes, les mêmes besoins, les mêmes rythmes. Mais pour autant, l'idée, c'est de ne pas être sur un rythme annuel et peut-être aussi d'avoir un budget par individu. Et donc chaque manager aurait son enveloppe globale et il pourrait la déclencher quand il veut. Il n'est pas obligé après, il faudra trouver une bonne clé de répartition, mais il n'est pas obligé d'attendre une validation annuelle et perdre un an, alors que l'idée, c'est pouvoir délivrer la formation au plus proche du besoin. Sinon, le collaborateur, il va se débrouiller tout seul et il va peut-être pas trouver la bonne formation tout seul sur son YouTube. Il va peut-être apprendre des mauvaises choses. Et donc, Mmh. du coup, ben, ça va pas rendre service ni à lui ni à l'entreprise. Donc, Ouais, voilà. tout à fait. Bon, on pourra en reparler si tu veux, parce que Ouais. c'est quelque chose que je fais une parenthèse, j'ai mis en œuvre avec mes collègues Mhm. au sein d'AG6 et un budget D'accord. par personne. Et ben voilà. Et donc justement, alors on travaille beaucoup sur l'autonomisation des Ouais. collaborateurs, Ouais. mais effectivement, comme tu le dis, bah, tout le monde n'est pas en capacité de choisir ses bonnes Ouais. formations, d'avoir les connaissances des différentes modalités d'apprentissage, etc. Donc on accompagne beaucoup les personnes, mais on a cette logique effectivement de budget à l'année. Mhm. Et puis voilà, on n'attend pas le sacro-saint entretien annuel ou entretien Ouais. professionnel pour déterminer ça. Et ce que tu disais juste avant, effectivement, on peut faire le lien avec le peer learning. Mhm. Moi, je pense qu'on a tout gagné en tant que responsable formation lorsque les questions de formation sortent du service formation. Et à partir du moment où les collègues, les collaborateurs commencent à se saisir de ces sujets, comprennent que eux aussi ont des choses à transmettre, on les outils, on les prépare, on les forme pour, etc. C'est tout gagné, hein. Je veux dire, derrière, nous, on intervient, on va dire, pour réguler, pour faciliter, pour jouer un peu les architectes de l'ensemble. Mais par contre, au quotidien, moi, je suis ultra satisfait lorsque j'entends des collègues dire: «Bah, tiens, attends, on va organiser une formation interne, on va faire ça et cetera», et qu'ils ne me mettent pas dans la boucle. Ah, c'est parfait, quoi. Je veux dire, avant, il y avait une dépendance, maintenant, en tout cas, j'y travaille, il y en a beaucoup moins, et franchement, effectivement, je pense que c'est une voie d'avenir, clairement, quoi. Super. Oui, ça Joss? Ouais. m'intéresserait Oui, d'avoir on en reparlera Avec plaisir, après. ouais, Ça ouais. marche. Avec plaisir, D'avoir hein. ton expérience. Ouais. non, je pense que c'est difficile souvent de jongler entre qu'est-ce que c'est une formation formelle et informelle. C'est-à-dire que c'est comment on sait si on apprend ou pas, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit noter ou pas. Et je trouve que ce qui est génial avec le peer learning, c'est que on apprend sans forcément passer par une convention de formation ou une feuille d'engagement ou, C'est vrai. ou tout ce côté paperasse qui nous bloque très souvent dans le système français. Et que si on peut justement mettre en place ce genre d'effort au sein de l'entreprise devient une entreprise apprenante, hein, je pense C'est ça. Ouais. vraiment, et que ça permet justement de vraiment aller beaucoup plus rapidement comme dans les efforts. Donc je trouve que c'est vraiment super aussi de ce niveau-là. Un petit mot peut-être aussi en conclusion, tu es récemment allé en Suisse, euh, pays, pays magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu as observé, tu as participé à une conférence, je crois, est-ce que tu as pu observer des choses similaires à la France, ou en tout cas, est-ce que la Suisse s'engage sur des projets qui pourraient être aussi prometteurs pour la France et dont on pourrait s'inspirer? Alors en fait, ouais, j'ai assisté à plusieurs conférences. J'ai moi-même animé une table ronde, puis j'ai fait une petite keynote d'ouverture. Mais en fait, j'ai surtout entendu la conseillère d'État du canton de Genève, Delphine Bachmann, qui a annoncé bon, pour le canton, hein, pour le moment, mais ça peut peut-être s'étendre parce que si j'ai bien compris, ils sont un peu en concurrence. Chaque canton est un peu en concurrence, donc du coup, ça peut peut-être faire des émules. Elle a annoncé des mesures, elle a un plan directeur de 15 mesures et elle nous en a dévoilé quelques-unes. Et notamment, ils vont créer un compte individuel de formation
Donc c'est un peu comme notre CPF. Ouais. Bon, ils en sont quand même pour le moment à déterminer comment va se faire le financement. Donc c'est pas tout de suite au niveau de la mise en place, mais clairement ça va être, enfin il va y avoir plusieurs sources de financement, pas que l'État, il peut y avoir aussi les entreprises et d'autres organismes locaux. Donc ça, c'est le premier truc. Donc ça, c'est super parce qu'en fait, même si jusqu'à maintenant, il y avait quand même des entreprises, les grosses boîtes, genre les Nestlé, les Richemont, etc., qui investissaient au-delà des pourcentages qu'on peut avoir nous en France d'un point de vue obligation légale, parce que ben, d'abord ils ont les moyens, mais surtout ils sont convaincus qu'il faut développer les compétences. Là, ça va permettre à des structures plus modestes d'activer aussi la formation pour leurs collaborateurs, donc c'est chouette. La deuxième mesure qu'elle a annoncée, c'est la mise en place de micro-certifications, parce qu'en fait, en Suisse, et notamment à Genève, ils sont en manque de personnel qualifié pour certains métiers. Donc c'est aussi pour ça qu'ils font appel à des frontaliers. Mais du coup, là, il manque, pour le canton de Genève, il manque 110 000 ETP. Et pour le total de la Suisse, c'est 430 000. Donc c'est énorme. Et donc l'idée, c'est de former des gens et de les certifier sur des compétences spécifiques et rares, enfin rares, oubliées, on va dire, pour pouvoir les faire évoluer et les intégrer dans les entreprises qui en ont besoin. Après, il y a un autre point dont elle a parlé, c'était ils sont à la recherche d'un outil qui, alors je ne sais pas à quel point ils en sont de la recherche, mais c'est d'un outil qui permettrait de faire matcher les offres d'emploi, la description des compétences attendues et les formations pour pouvoir du coup créer une correspondance plus facile Mmh. en fait et pour se préparer à rentrer dans les entreprises. Voilà. Après, elle nous a parlé de projets, de dispositifs qu'elle avait déjà mis en place, qui s'appelle Level Up pour les plus de 50 ans, et parce que c'est un pays un peu vieillissant. Donc, pour pouvoir se reprofessionnaliser, changer de trajectoire ou retrouver un job après, après 50 ans. Voilà, donc ça bouge. Ça Moi, bouge. Intéressant, elle ouais. m'a fait une Mmh. bonne impression et très dynamique, etc. Donc c'est chouette parce que c'est pas forcément l'image qu'on a de la Suisse au niveau stabilité, un peu plan-plan. Et là, visiblement, en tout cas pour le canton de Genève, la formation, c'est vraiment, ça fait partie de son plan, une des mesures sur l'employabilité qui est vachement mise en Ben œuvre, nous, on quoi. peut valider, non, Jonathan, le canton de Genève, comment ça bouge? Ah, C'est tout à si, fait, ouais, ouais, hein? ouais, ah ouais, clairement, oui, oui. Et c'est vrai que ça bouge et ils ont bien compris là. Ça fait quelques années, on va dire, que des organisations, des entreprises, et on pense aussi nous, on a travaillé avec Joss avec la fonction publique là-bas, Ouais, Oui. l'intérêt de la formation. ouais. Et c'est vrai que, alors il y a des choses qui ressemblent, comme tu parlais, hein, l'équivalent du CPF. On parlait aussi dans un précédent épisode avec Raphaël Dubé, il nous parlait de, on va dire, un équivalent à Calliope, mais que je trouvais, en tout cas, ça n'engage que moi, euh, mieux pensé Mieux! que Ah! mieux pensé que cette espèce de gloubi-boulga administratif Non. euh, made in France. Voilà, je pense que j'ai l'impression que l'État est un peu plus pragmatique à ce niveau. Mmh. Voilà, ça n'engage que moi encore une fois. Mais donc tant mieux si la Suisse s'inspire des bonnes choses chez nous et puis évite les choses discutables. Ouais. Bon, Delphine, c'était super. Merci beaucoup de ton intervention, la précision dans tes mots, les conseils que tu apportes. Et je trouve l'expérience aussi que tu as dans différents postes et aussi au sein de l'entreprise et au sein des organismes émanant en tant que consultante. Je trouve que ça crée une richesse indéniable de comment tu peux apporter tes connaissances et justement tes bonnes paroles auprès de tes clients. Donc, encore une fois, pour ceux qui peut-être ne savaient pas, donc Delphine, toi, tu conseilles donc surtout des PME, des ETI en Mmh. croissance, forte croissance, qui ont besoin d'avoir une stratégie de learning beaucoup plus structurée, hein, pour les Exactement, aider ouais. dans les années à venir, hein.
c'est ça. Donc, on va mettre le lien de Delphine sur LinkedIn et puis plein d'autres choses aussi pour que vous puissiez le contacter et en discuter. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, en tout cas, pour cet Merci échange. Delphine. C'était C'était intéressant pour moi très, aussi. très intéressant. Merci, à bientôt. Au Super. revoir. À À bientôt. Au bientôt. revoir. Au revoir.